mais c'était quoi ce match? C'était quoi ce match pourri que vous nous avez fait? Quoi, ça y est, Yamal il est blessé, c'est fini, y'a plus personne. Yamal il se blesse, c'est fini. Y'a plus personne qui est capable de marquer un but. Y'a plus personne qui est capable de cadrer un tir. Parce que les gars, je suis désolé. Mais tu peux perdre un match. On sait très bien que tu vas pas gagner tous les matchs de la saison, c'est pas possible. Mais perdre de cette manière-là, je suis désolé, c'est pas acceptable. Perdre un match comme ça, contre la Real Sociedad, avec aucun tir cadré, c'est honteux les gars. Vraiment, c'est honteux. Avec ce Barça qui nous vend du rêve, avec ce Barça vraiment qui nous fait kiffer depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Voir quelque chose comme ça, je suis désolé. Ok, il y a plusieurs circonstances atténuantes, il y a certaines choses qui font qu'il y a des explications pareilles. Mais les gars, je suis désolé, c'est pas acceptable. Cette défaite, elle est pas acceptable, les gars, je suis désolé. De cette manière-là, en tout cas. De cette manière-là, franchement, c'est pas acceptable du tout, les frères. Voir un match pareil, une purge pareille, un match où t'es pas capable de cadrer un seul tir, c'est pas normal. Les gars, vous me dites ce que vous voulez, mais c'est pas normal. J'avais l'impression, encore une fois, de revoir le Barça de Xavi, les frères. J'avais encore une fois l'impression de revoir le Barça de la saison dernière. Parce que tu sois mené au score très tôt dans le match, que tu dois courir après le score, c'est une chose. Mais t'as pratiquement eu aucune occasion. T'as pratiquement eu aucune occasion concrète. Il y a peut-être le but refusé, et on va en reparler. Mais à part ça, les gars, je suis désolé, il n'y a rien du tout. Et dites-vous, les gars, je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité, à la base, ce soir, aujourd'hui, j'étais à un mariage. J'ai quitté le mariage pour regarder cette purge, les frères. Regardez, j'ai encore la chemise, j'ai encore tout, les gars, je suis encore en habit de mariage pour voir cette purge. Pour voir ce match-là, les gars. Pour voir des joueurs incapables de cadrer au moins un tir. Pour voir un De Jong encore avec du 6 de tension. Pour voir un De Jong incapable de pouvoir faire un pressing, de pouvoir mettre de l'agressivité. Pour voir des joueurs, en l'absence d'un enfant de 12 ans, qui sont pas capables de pouvoir créer du danger. C'est pas normal, les gars, je suis désolé, c'est pas normal. Alors, ok, il y a ce but refusé. D'accord, il y a un but refusé qui fait beaucoup de débat. Il y a pas de problème, les gars. Il y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, les gars, je suis désolé. Mais depuis le début de la saison, ça tourne en notre faveur. Depuis le début de la saison, on voit justement plusieurs buts refusés aux adversaires du Barça sur des hors-jeux qui se jouent à quelques millimètres. Donc c'est pas nous qui allons commencer à chicaner, qui allons commencer à chouiner ici pour un but refusé, les gars. Nos adversaires, ils ont ça chaque semaine. Alors c'est vrai, ok, il n'y a pas de problème. On peut entendre le fait que il y a peut-être eu un bug, justement, du hors-jeu et de la VAR automatique par rapport à ce hors-jeu-là. C'est vrai que quand on voit l'image, on comprend pas trop en quoi il y a hors-jeu et où est le hors-jeu. Mais il y a des situations comme ça. Il y a des situations qui sont arrivées, justement, quand c'est en notre faveur, on parle pas. Quand c'est en notre faveur, on est bien content. Cette fois-ci, les gars, moi je parlerai pas. Cette fois-ci, voilà, c'est tombé en notre défaveur. Ok, y a pas de problème. Mais commencer à justifier cette défaite par rapport à ce but refusé, les gars, ça sera sans moi, les gars, je suis désolé. Donc arrêtez de chouiner. Commencez déjà à voir ce qui n'a pas été sur le terrain, ce qui n'a pas été dans ce match, parce que je suis désolé, les gars, mais c'était calamiteux aujourd'hui. Vraiment, c'était calamiteux. À commencer par un De Jong, les gars, je suis désolé, les gars. Vous allez me dire que j'abuse avec ce joueur. Vous allez me dire que j'exagère avec De Jong, parce que ça fait 2-3 matchs que je suis très sévère avec lui. Mais regardez juste une chose. Sur les 2 derniers matchs de Liga, que ce soit celui-là, contre la Real Sociedad, ou le match précédent contre l'Espagnol Barcelone, c'est 2 matchs qui sont pas ouf. En tout cas, la deuxième mi-temps contre l'Espagnol, c'était une mi-temps cataclysmique, les frères. Cataclysmique. C'est quoi le point commun sur les 2 derniers matchs? Qu'est-ce qui s'est passé sur les 2 derniers matchs? T'as un De Jong qui prend plus de temps, qui commence à prendre plus d'ampleur dans le jeu, qui commence à avoir de plus en plus de temps de jeu, les gars. Tout simplement. On remet entre parenthèses, et on exclut justement le Classico dans un contexte totalement différent. Commencez même pas à me parler du Classico parce que jusqu'en 2045, ça va continuer à me justifier les prestations dégueulasses de De Jong parce que il t'a fait une bonne rentrée dans un Classico où le match était déjà plié, où déjà les joueurs du Real étaient partis dormir, les gars, je suis désolé. Faut arrêter avec ça, les gars. Faut arrêter de nous remettre ça à chaque fois sur le tapis. De Jong, il est éclaté, les frères. Ce joueur est éclaté. Il est dégueulasse. Quand vous allez ouvrir les yeux sur ça, vous allez commencer à comprendre. Au bout d'un moment, offensivement, il est pas meilleur que Olmo. Défensivement, il est pas meilleur que Gavi. Il est pas meilleur que Casado. Il est pas meilleur que... Les gars, qu'est-ce qui vaut aujourd'hui que De Jong soit titulaire? Qu'est-ce qui vaut que De Jong aujourd'hui soit titulaire sur ce match-là, les gars? Je suis désolé, mais rien du tout. Rien du tout. Parce que sur ce match-là, s'il faut choisir un joueur titulaire, je mets à la limite Olmo, comme ça aurait été tout à fait logique. Gavi, pourquoi pas, sur son entrée justement contre l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a montré plus d'intensité,
plus d'envie, plus d'agressivité, contrairement à De Jong, qu'on avait l'impression qu'il sortait d'une maison de retraite. Il fallait juste lui ramener une tribune pour qu'il marche, pour qu'il puisse avancer correctement sur le terrain, et pour qu'il puisse faire un pressing correct. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars, on le voit, les gars, dans ce match-là. Les gars. Alors, je vais pas dire que la première mi-temps était pire que la deuxième ou quoi que ce soit d'autre. C'est pas ça la question. Mais si on s'intéresse 2 minutes à la titularisation de De Jong, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. La première chose, les gars, c'est que défensivement, encore une fois, De Jong, moi, quand je le vois, les gars, je suis désolé, mais c'est pas possible. Alors, il y en a certains, justement, qui défendent De Jong en disant non, qui défendent De Jong sur le fait qu'il apporte pas beaucoup offensivement, en disant ouais, mais De Jong, c'est un 6, c'est un milieu défensif. Défensivement, il apporte rien du tout, les gars. Il apporte absolument rien. C'est un joueur qui, je vous dis, vous mettez un lampadaire devant l'adversaire, ça revient exactement à la même chose. Il ne sert à rien. Il est juste là comme décoration. On peut l'utiliser comme ça. Voilà, vous prenez De Jong, vous le mettez sur le terrain comme ça, les gars. Ça revient exactement à la même chose, les frères. Donc au bout d'un moment, les frères, va falloir comprendre ça. Quand on voit sur la première situation, la première occasion, la première frappe d'ailleurs de la Real Sociedad, elle vient de quoi? D'une situation où De Jong se fait totalement dribbler, sans forcer par des joueurs justement de la Real Sociedad qui n'ont pas eu besoin de forcer pour dribbler De Jong, tout comme des joueurs il y a 3 jours d'ici de l'Étoile Rouge de Belgrade qui n'ont pas eu besoin de forcer pour te dribbler un De Jong. Donc les gars, vous dites-moi ce que vous voulez, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez défendre De Jong autant que vous voulez, mais quand on voit ça, et quand on voit à côté justement l'agressivité que peut montrer un Gavi quand il rentre sur le terrain. On l'a moins vu aujourd'hui parce qu'il a moins beaucoup joué. Il n'a pas beaucoup joué en tout cas. Mais quand on voit l'agressivité qu'a montré Gavi sur le dernier match, sur son entrée, les gars, défensivement, ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est une première chose. Mais pour l'aspect offensif, De Jong offensivement, les gars. Alors, ok, il te réussit. Voilà, il a une bonne conduite de balle, encore une fois, une conduite de balle élégante, etc. Il n'y a pas de problème. Mais je suis désolé, frère. Mais offensivement, De Jong n'apporte rien du tout. Sa meilleure situation offensive, les gars, c'est une passe ratée pour Lewandowski qui a rebondi et qui s'est retrouvé dans les pieds de Lewandowski. Ça a rebondi sur l'adversaire pour se retrouver dans les pieds de Lewandowski. Ça, c'est sa meilleure action offensive, les frères. Olmo, il est rentré. Troisième touche de balle, il te fait une diagonale à 30-40 mètres pour aller trouver Koundé dans la profondeur. Olmo en 8 touchés de balle. Olmo, il est rentré, il a touché 8 ballons, il te réussit 2 passes en profondeur. De Jong, en 45 minutes, il te réussit aucune passe en profondeur, les frères. Est-ce que ça vous fait pas cogiter un petit peu? Est-ce que ça vous fait pas réfléchir? Alors je m'attarde beaucoup sur De Jong par rapport à ça. Mais au-delà de ce qu'a proposé De Jong par rapport à son match en lui-même, il y a aussi ce qui se répercute sur ses coéquipiers. Parce que quand on regarde une chose, les frères, quand on regarde De Jong, justement, qui prend cette place un peu plus reculée, un peu plus bas que Pedri, ça met pas Pedri en valeur. Parce que si vous avez remarqué une chose, là où Pedri était meilleur, c'était en deuxième mi-temps, quand il a reculé et quand on avait Olmo qui était plus haut sur le terrain. Tout simplement, les frères. Donc c'est pour ça que je m'attarde un petit peu plus sur De Jong, parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que c'est un réel problème. Je suis désolé, les gars, dites-moi ce que vous voulez, mais ce match de Jong, encore une fois, est un problème. Pour moi, De Jong n'est pas légitime pour être titulaire quand tu as un joueur comme Olmo sur le terrain que tu peux aligner et qui peut t'apporter beaucoup de choses. En tout cas, beaucoup plus de choses intéressantes. Et on l'a vu, les gars. On l'a vu dans ce match-là. D'ailleurs, l'une des plus grosses occasions, pour pas dire la plus grosse occasion sur cette deuxième mi-temps, elle te vient de Olmo. Olmo qui te réussit un dribble magnifique en se retournant et en éliminant l'adversaire et en déclenchant une frappe qui aurait pu finir au fond. C'était peut-être la plus grosse situation du Barça. C'était la plus grosse situation du Barça sur cette deuxième mi-temps, tout simplement. Après, ouais, bien sûr, on peut parler de l'absence de Yamal. C'est vrai que ça pose problème, ça c'est dommage. Cette absence de Yamal, ça a posé problème. Et j'ai envie de vous dire, au-delà de l'absence de Yamal, ce qui pose surtout problème, c'est pas que Yamal soit pas là, c'est que t'as aucun ailier qui est capable de le remplacer. Je dis bien aucun. Parce que Fermín López, qui a dépanné à ce poste-là, ben c'est sûr et certain, il a fait ce qu'il pouvait, mais c'est pas son poste. Mais ça reste quand même l'option la plus intéressante. Parce que je suis désolé, mais Ansu Fati, aujourd'hui, il t'apporte rien du tout. Il t'apporte absolument rien. Tu peux compter sur lui autant que tu veux, il t'apportera rien du tout, Ansu Fati. Moi, je compte même plus sur lui. Quand je vois Ansu Fati s'échauffer pour rentrer, bon, je me dis, bon, allez, ça changera absolument rien. Que tu le mettes ou tu le mets pas, ça changera rien du tout, les gars.
Et aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que Yamal se blesse, c'est une chose, ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut dire, ce qui pose surtout problème, comme je vous dis, c'est que tu n'as aucun remplaçant concret pour ces ailiers-là. Mais moi, ce qui me pose problème, et c'est là où je comprends pas vraiment le coaching d'Hansi Flick dans ce match-là, c'est que t'as Yamal qui se blesse, il n'y a pas de problème. T'as en ta possession un joueur comme Olmo, qui est l'un des joueurs les plus décisifs. En termes de ratio, c'est stratosphérique. Sur chaque titularisation, pour l'instant, je vous ai dit, j'en ai parlé la dernière fois, chaque titularisation d'Olmo, c'est un but. Minimum. Minimum un but sur chaque fois qu'il a été titulaire avec le Barça. Donc t'as Yamal qui se blesse, qui est pas présent pour ce match-là. Mais Olmo à sa place. Mais un de tes meilleurs éléments offensifs à la place. Pas à sa place, bien sûr, poste pour poste, je dis, mais en tout cas, mets le titulaire. Parce que tu sais qu'au moins Olmo apportera un petit peu avec sa qualité offensive, contrairement à un De Jong, encore une fois, qui n'a rien apporté offensivement. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, c'est la réalité. Bref. Après, malheureusement, voilà, cette absence de Yamal, elle s'est aussi impactée sur d'autres joueurs. Comme Koundé. Koundé qui, pour moi, fait son pire match depuis le début de la saison aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce que je dis souvent que Yamal sans Koundé, c'est pas le même Yamal. C'est un petit peu moins bien. Mais c'est tout à fait normal aussi que Koundé sans Yamal, et j'ai même envie de dire que Koundé sans même un ailier digne de ce nom, ou un ailier tout court, c'est normal que ça sera pas au niveau, ça sera moins bon, malheureusement. Et c'est dommage parce qu'il a raté beaucoup de choses, beaucoup de centres, il n'a réussi quasiment aucun d'ailleurs des centres, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets dans son jeu, et même défensivement, ça pour le coup franchement c'était très décevant, le match de Koundé défensivement, on voit sur une situation où il laisse absolument Baker tout seul au niveau du marquage, où une fois où il se fait prendre de vitesse par Barrencha, alors qu'il était en avance sur lui. Vraiment, Koundé, méconnaissable, un petit peu à l'image de cette équipe du Barça, un petit peu aussi à l'image d'un Casado. Casado qui m'a beaucoup déçu aujourd'hui. Vraiment Casado qui nous avait rassuré, qui nous avait apporté beaucoup de satisfaction sur les 3 derniers matchs. Sur les 3 derniers matchs, à chaque fois, c'est des situations, enfin, même les 4 derniers matchs, depuis le début de la saison, mais surtout sur les 3-4 derniers matchs où on voit vraiment, depuis le match contre le Bayern, un Casado qui vraiment rentre dans une nouvelle dimension. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est un petit peu le contre-coup? Est-ce que c'est un petit peu la fatigue? Je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu plus déçu sur le match de Casado. Beaucoup de pertes de balles aussi. Défensivement, ben voilà. Le but qu'on se prend, il vient de Casado, qui perd son duel au milieu de terrain. Même si, bien sûr, au préalable, il y avait l'erreur énorme de relance de la part d'Inaki Peña, qui t'a mis en difficulté, on va pas se mentir. Et c'est dommage parce que Peña te fait un bon match. Peña te fait un très bon match. Au niveau des arrêts, il y a plusieurs arrêts très décisifs, et ça, faut le signaler par rapport à ça. C'est un peu dommage par rapport à ça qu'il fasse cette erreur de relance qui coûte ce but. Mais bon, de toute façon, je pense que vraiment, je vous dis la vérité, hein, avec ou sans ça, est-ce que tu aurais gagné ce match? Je pense pas, vraiment. Je pense quand même que dans le pire des cas, soit le but serait revenu plus tard, ou dans tous les cas, tu aurais pris un 0-0, et ça n'aurait pas forcément arrangé grand monde, j'ai envie de vous dire. Mais c'est frustrant parce que quand on voit un peu le Real dans ce genre de match, on sait que le Real te gagne ce genre de match. Moi je me rappelle encore une fois le match du Real Madrid contre la Real Sociedad. Le Real gagne 2-0 en faisant un match encore pire que ça. On va dire la vérité les gars, un match éclaté, le Real gagne 2-0 en se provoquant 2 pénaltys. Bon après voilà, c'est comme ça, vous allez me dire c'est le football. Mais pour ce match là, moi il y a plusieurs choses qui m'inquiètent pour la suite. La première chose déjà, c'est que quand on voit justement hier un match du Real Madrid qui vraiment était un match de très haut niveau, un match presque parfait de la part du Real Madrid, en plus de ça, contre l'une des seules équipes qui a battu le Barça cette saison, à savoir Osasuna. Mais surtout, voilà, le fait de voir juste derrière cette défaite du Barça, est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que le Barça commence à ressentir un petit peu le souffle du Real dans sa nuque? Je sais pas, mais en tout cas, comme je vous dis, j'espère vraiment que c'est un accident de parcours. Moi, quand je vois aussi des choses qui me rassurent pas forcément, le match de Casado, est-ce que là aussi c'est un accident de parcours? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais on compte tellement sur Casado. C'est un joueur tellement important, c'est devenu tellement un joueur clé aujourd'hui que tu peux pas te permettre de le voir flancher, de le voir, avoir un niveau entre guillemets normal, un niveau banal pour son âge. C'est vrai que, par rapport à ce qu'il a montré depuis le début de la saison et au vu de son âge, ce qu'il apporte, ça reste impressionnant, surprenant, on peut dire ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que si c'est pas le cas,
si, voilà, cette magie un petit peu qu'on peut voir sur Casado qui est largement au-dessus du lot, qui est largement au-dessus des attentes qu'on peut avoir, si tout ça, ça s'estompe, vraiment, ça risque d'être posé beaucoup, beaucoup de problèmes, les gars. Vraiment. J'espère vraiment que ça sera pas le cas. En tout cas, les frères, bon, il y a la trêve internationale, et pour une fois, les gars, je sais pas s'il tombe au bon moment ou pas, mais d'habitude, c'est vrai que avant chaque trêve internationale, le Barça fait un gros score, fait un gros match. Et tu pars avec cette trêve internationale, tu pars de manière rassurée, de manière sereine. Mais là, les gars, cette trêve internationale, je trouve qu'elle arrive vraiment dans un moment qui te laisse un petit peu avoir du doute, qui peuvent se nourrir justement pendant cette trêve. Je sais pas. En tout cas, j'ai hâte vraiment de voir ces prochains matchs du Barça. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.